Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. On se retrouve comme chaque lundi pour un nouvel épisode du podcast de la team Rivers Basket Session. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis aussi ravi de retrouver Shai et Antoine qui ont assuré ce matin, comme vous l'avez vu, avec brio le CQFR dans lequel on est revenu notamment, vous êtes revenu en détail sur les premiers matchs de playoff de WNBA. Donc si vous n'avez pas fait le point encore là-dessus, je vous encourage à aller écouter le CQFR. Vous en apprendrez pas mal sur ce qui s'est passé sur cette première journée du playoff. On est toujours dans cette période qui est un petit peu vague, un petit peu étrange. On commence à se hyper un petit peu sur les équipes NBA pour la saison à venir quand même. Voilà, il y a eu le renouvellement du League Pass. Faites attention à vous, si vous avez un renouvellement automatique, vous ne faites pas coincer si jamais vous avez des doutes parce que ça peut surprendre. Bref, on est un petit peu quand même dans l'expectative. On se dit qu'est-ce qui va se passer cette année et on a décidé de se dire... avec Shai et Antoine, on s'est dit, finalement, on entend beaucoup de choses. On va essayer de faire le tri un petit peu entre l'info et l'intox. En gros, j'y crois pas. On a noté chacun des sujets sans qu'on se les partage avant l'émission. Et voilà, on va se partager ces informations, ces rumeurs, ces extrapolations à venir sur la saison. Et on va essayer de savoir si on y croit, si on n'y croit pas. C'est de l'info, si c'est de l'intox. Shai, allez, j'ai envie de commencer avec toi aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, d'habitude c'est souvent Dark Pimel qui lance le pod là pour donner un petit peu le ton. Shai, avec quoi tu as envie de commencer aujourd'hui ? J'ai commencé avec l'équipe qui a terminé en tête de la conférence Ouest la saison dernière. Je lis ici et là beaucoup d'articles très très enthousiastes au sujet d'Oklahoma City, au sujet du Thunder, sur leur recrutement, sur le fait que maintenant avec une année d'expérience collective en plus, ils peuvent viser très très haut, qu'ils n'ont pas le droit à autre chose qu'une finale de conférence. Et du coup, voilà comment j'ai intitulé la chose, parce que je me suis un peu plongé dans leur effectif, je me suis demandé ce à quoi ils pourraient prétendre. Et moi, je vais vous affirmer, en tout cas, je mets sur la table l'hypothèse selon laquelle le Thunder va avoir une défense historiquement forte et va aller en finale NBA. Donc je dis, c'est pas moi uniquement, hein, je l'ai lu, je le vois pas mal, il y a pas mal de gens assez optimistes, et je vous explique un peu pourquoi. C'était déjà la 4e défense de NBA la saison dernière, selon la plupart des statistiques avancées ou non. Et quand tu regardes l'effectif, il y a Shai Gilgeous-Alexander qui est un défenseur solide, Lou Dort qui est un défenseur élite, Jalen Williams qui est un défenseur solide, Alex Caruso, défenseur élite, je les ai classés en solide, élite ou pas bon du tout, et il n'y a aucun joueur pas bon du tout en défense au Thunder. Chet Holmgren, défenseur élite, en tout cas dans la protection de cercle. Isaiah Hartenstein, défenseur solide. Kayson Wallace, défenseur solide. Donc voilà le topo de mon côté au sujet d'OKC. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez Antoine, je te laisse la parole. Moi, ok. Ouais, Ouais, alors historiquement forte, moi j'ai pas les chiffres en tête, donc j'arrive pas à savoir quel serait le meilleur net rating défensif de toute l'histoire de la NBA, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que Oklahoma City a les atouts. Désolé, je rigole parce que Shai en même temps, t'as l'impression qu'il est en train de s'en jeter une. Faut que tu précises les produits, Shai, parce que sinon, tu sais, on va se faire attaquer. Voilà. On fait pas la promotion de l'alcool ici. C'est une tourtelle twist, voilà, tout simplement. Voilà. Merci de clarifier les choses, Shai. C'était exceptionnel. Mais... Déjà que t'as une voix de fumeur, visiblement, selon les auditeurs. Oui, apparemment, ouais. Non, mais c'était juste pour fêter la victoire de l'OM contre l'OL hier, c'est pour ça, c'est juste. Ne parlons pas des choses qui fâchent. Voilà. Mais très bien vu. Mais oui, je pense que le Thunder a largement les atouts pour être l'une des meilleures défenses de la ligue, si ce n'est la meilleure, et peut-être l'une des meilleures en termes de net rating dans l'histoire. Ça, je sais pas, on verra, mais je suis d'accord avec ton constat. Hein. Il y a tellement de bons défenseurs. Et pour ce qui est du Thunder en finale NBA, c'est une forte probabilité, ou c'est une probabilité, je suis capable d'y croire. Je ne sais pas si ce serait nécessairement mon pronostic, parce que j'aimerais voir les équipes jouer. Plus je vieillis, plus j'ai du mal avec les pronostics. Avant la saison, je deviens un espèce de vieux con qui a envie de dire non, mais ça ne sert à rien, pourquoi on fait ça ? Il faut qu'on voit d'abord les équipes, etc. Et là, comme ça, j'ai du mal à te dire est-ce que je mettrais Dallas, est-ce que je mettrais Denver, est-ce que je mettrais OKC ? Je mettrais sans doute une de ces 3 équipes-là. Mais il y a effectivement un scénario. Donc, dans l'ensemble, j'y crois, moi. Dans l'ensemble, je me dis que c'est plus une info qu'une intox. Et je pense que c'est ce que le Thunder doit viser.
Ouais, moi je suis totalement d'accord, j'y crois aussi. Comme Antoine, pour la notion meilleure défense de tous les temps, là, j'ai pas du tout effectivement les chiffres en tête. Ce que je sais, c'est que l'an dernier, c'était quand même l'une des équipes les plus difficiles à manœuvrer en fait. C'est une galère de jouer contre cette équipe. Ils défendent fort sur la balle, ils coupent les lignes de passe. Ils ont vraiment ils sont en mouvement perpétuel en défense. Ils ont plein de joueurs mobiles qui peuvent jouer dans les aides. Donc ça, je ne serais pas étonné du tout. Je m'attends même effectivement à ce qu'ils soient encore meilleurs cette année. Et moi, c'est de l'autre côté du terrain que j'ai envie de voir ce qui va se passer parce que la défense d'OKC, j'ai aucun doute. Et en attaque, je suis très curieux de voir s'ils vont réussir Alors à chaque fois, on parle de franchir des caps. C'est peut-être un petit peu un réducteur de penser comme ça, mais j'attends de voir le développement de Jalen Williams, de voir ce que l'arrivée de Caruso va changer pour leur attaque. Pour leur défense, on sait ce que ça va apporter, mais pour leur attaque aussi, qu'est-ce que ça va changer dans la seconde unit notamment, parce que moi je m'attends à ce qu'il soit par moment qui reste sur le terrain avec la second unit. J'ai vraiment hâte de voir ça, et si vraiment ils arrivent à... Parce qu'en play-off, on les a vus un petit peu, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai l'impression qu'ils butaient un petit peu offensivement dans les derniers play-offs. Ça a été un petit peu leur limite face aux Mavs. Il y a un moment où la défense des Mavs avait vraiment ciblé leur force. Et s'ils arrivent à être aussi, difficiles à manœuvrer en attaque qu'ils le sont en défense, mais j'ai aucun doute qu'ils peuvent, je dis bien qu'ils peuvent, hein, c'est impossible de dire ils seront, mais qu'ils peuvent être en finale NBA, voire champion NBA, ce que je vous l'avais déjà dit. Moi, je pense qu'ils doivent partir avec l'ambition d'être champion NBA, même si ça ne sera pas forcément le résultat au bout du compte. J'y crois totalement. Je suis en train de me hyper à leur sujet, là. Voilà, je sais pas, je me suis un peu laissé chauffer en regardant un peu les effectifs et la manière dont ils allaient jouer. Je pense que ça va être très fort. C'est déjà une équipe qui était première de la conférence Ouest, mais avec sa jeune moyenne d'âge, on les a peut-être vus plus comme des outsiders qu'autre chose. Là, je suis en train de me dire que défensivement, ça va être très très fort. Peut-être sur le modèle d'importance de la défense dans leur jeu, de ce qu'on a vu par exemple avec Minnesota l'année dernière. Je pense que ça va être une équipe de ce calibre-là. Elle va poser énormément de problèmes. Et quand on voit que l'Ouest est quand même très très ouvert, j'ai l'impression qu'elle, c'est une équipe qui a des certitudes. Et je les sens franchement bien. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi, Shai. C'est vrai que l'attaque, c'est aussi une des limites que j'arrive à imaginer sur le Thunder. Shai Gilgeous-Alexander est incroyablement fort individuellement. J'arrive pas à savoir est-ce qu'il a encore ce cap en lui de je vais être celui qui aussi fait rayonner tous les autres d'une certaine manière. Tu sais, on sait que c'est le cas pour Stephen Curry, que c'est le cas pour LeBron James, que c'est le cas pour Giannis, pour Jokic, pour les mecs qui gagnent. Il y a les superstars et puis après encore au-dessus il y a les mecs qui gagnent. On verra si Shai il peut atteindre ce niveau, mais il y a des raisons d'être optimiste parce qu'il est jeune et il était 2e du vote pour le MVP, donc tu te dis bah ouais, mais il a que 25 ans, il a le temps encore pour devenir ce joueur, donc c'est une possibilité. Et même s'il ne le devenait pas complètement, tu peux te dire que Jalen Williams peut progresser en attaque et Chet Holmgren peut progresser en attaque. Et voilà, si ces deux gars passent un cap, c'est vrai que moi, l'attaque, voilà, je le mettrais aussi comme une limite. Mais si je suis un fan du Thunder, j'ai direct le contre-argument de se dire, bah ouais, mais regarde, nous, on croit en Jalen Williams, en Chet Holmgren et en Shai Gilgeous-Alexander. Et je me souviens qu'à un moment, on les avait qualifiés de peut-être le meilleur trio, tu vois, sur la saison à venir. Bah voilà, c'est leur condition, je pense, pour être champion NBA. Vraiment champion NBA, tu vois, d'avoir le meilleur trio de la ligue. Ouais. Antoine, est-ce que tu as une info, une intox à nous soumettre ? Allez, j'en ai pris des un peu évidentes. Je suis désolé, j'ai pas très bien préparé ce pod, mais j'en prends une pour Shai. Est-ce que Memphis, c'est une question, je le mets en mode info ou intox, vous me dites si c'est info ou intox. Memphis peut retrouver sa place dans le top 5 de la conférence Ouest. Info. Intox. Vous direz mon avis après, hein. Je vous laisse vous d'abord. D'accord. Je vais commencer pour le versant optimiste de la force. Il y a les bases qui faisaient de cette équipe une équipe hyper intéressante avec une identité. On parlait récemment d'identité dans le CQFR du week-end. Je pense que cette équipe, elle a tout ce qu'il faut pour avoir une identité qui l'amène loin. Il y a eu des contretemps individuels et collectifs. Il y a la malchance, il y a les erreurs de jugement. On va pas revenir dessus. J'ai envie de croire déjà en Ja Morant en tant que basketteur, en tant que leader d'une équipe. J'ose espérer que tout ce qui s'est passé, c'est derrière lui. Et quand je regarde l'équipe, honnêtement, il y a toujours cette identité d'équipe qui défend dur, qui se positionne un peu nous contre le reste du monde, mais qui a quand même du talent sur le terrain, qui a un style de jeu qui peut
lui permettre de finir dans le top 5, si c'est ça la question. Top 5, oui. Dans une conférence Ouest qui est ouverte, je pense que c'est très possible. C'est une équipe qui reste relativement jeune, avec de l'enthousiasme, presque de l'insouciance parfois. Il y a des joueurs individuellement très bons. Un coach, on a peut-être un peu oublié, moi je considère que c'est un des meilleurs de la ligue. En tout cas, c'est les 2 saisons qu'il avait faites avant que tout parte en cacahuète. Je trouve qu'il avait été très bon. Donc oui, je pense que moi je considère ça comme une info. Je pense que Memphis va, si c'est pas top 5, ce sera pas loin, et en tout cas revenir dans la considération des équipes qui joueront les playoffs à l'Ouest. Alors, moi en fait, je pense que c'est pas impossible, mais j'ai l'impression que top 5, c'est si tout se passe pour le mieux en fait, pour cette équipe de Memphis. Parce que quand je regarde le roster, c'est un bon roster, mais je le trouve vraiment pas extraordinaire au bout du compte. Je trouve que ça manque quand même de talent par rapport aux meilleures équipes de la ligue. Il y a quand même eu une année vraiment de latence qui est compliquée. Enfin, l'année dernière, tu sais pas quoi en tirer. Tu sais pas si est-ce que ça a permis à Desmond Bane de passer un cap qui lui permettra cette année de devenir vraiment une deuxième option d'une équipe qui va très loin. Je sais pas. Jaren Jackson Jr., au bout du compte, je crois que je sais pas qui est ce joueur. J'en ai aucune idée, quoi. Sur une saison, tu te dis incroyable talent, défenseur hors norme. Une saison plus tard, tu te dis, mais en fait, il pèse pas, en fait, ce gars-là. S'il n'y a pas de Ja Morant, son rendement te donne pas des... Enfin, il pèse pas dans la colonne victoire-défaite. Moi, j'ai l'impression que même si tout se passe bien, ça sera trop juste, en fait, pour être dans le top 5. Même si j'espère que Ja Morant sera sur le terrain toute l'année et qu'ils reprendront leur ascension. Et par contre, s'il y a un pépin, j'ai l'impression que la saison peut vraiment être compliquée, quoi. Je suis d'accord avec toi sur le coaching. J'ai rien à redire là-dessus. Je pense que Zach Edey, vous en y avez parlé dans un podcast. Je ne serais pas si étonné s'il était dans les favoris pour le trophée de rookie de l'année, parce que je pense qu'il va avoir un rôle et du temps de jeu. Mais derrière, voilà. Je regarde le roster, il n'y a vraiment pas grand-chose qui m'impressionne. Il y a des retours, hein. Il y a des retours aussi. Smart, il n'a pas joué de la saison quasiment. Brandon Clark était très bon dans l'équipe qui tournait bien avant et qui fait son retour aussi. Je trouve qu'il y a plutôt... l'effectif est pas mal. Santi Aldama qui a beaucoup progressé aussi. Et qui est tout jeune. Et des mecs qui sont un peu révélés pendant les galères de la saison dernière, qui sont des anonymes... qui sont totalement anonymes, les Vince Williams Jr., presque Gigi Jackson qui s'est blessé malheureusement, qui a peut-être manqué la saison, mais bon, ouais, je donne l'impression de défendre ma paroisse, alors que c'est pas ma paroisse, hein, mais je trouve que l'effectif est peut-être un peu sous-coté en qualité, il faut faire gaffe. Mais sur Smart, pardon, je te laisse la parole, Antoine, après. Vas-y. Parce que justement, j'allais y venir. Smart, t'as raison, il a pas beaucoup joué l'an dernier. C'est un des joueurs, je pense, sur sa classe d'âge qui a joué le plus de matchs. Parce qu'avec Boston, ils ont tout le temps fait des longues saisons. C'est un mec qui a été qui a joué blessé en fait. Il a pas été, j'allais dire qui a souvent été blessé en fait. Ça ne l'a pas forcément obligé à manquer des matchs, mais on sait que sur ces longues séries de playoffs avec Boston, il y a plusieurs fois où il était blessé. Je sais pas quel peut être son impact aujourd'hui encore. Voilà. Moi, je vais dire un tox. Je vais dire un tox. Je crois pas du tout à un retour des Grizzlies dans le top 5 de la conférence Ouest. Et j'y vais être plus dur. Je me demande si les Grizzlies n'ont pas laissé passer leur chance. Je sais que ça peut sembler très dur pour une équipe qui est jeune. Et paradoxalement, l'effectif, je le trouve trop jeune. Je suis d'accord avec Shai. Il y a du talent. Il y a plein de joueurs intéressants si tu les prends individuellement. Mais en fait, chacun de ces joueurs-là, je me dis, il aurait été plus intéressant dans un autre contexte. Je te prends un exemple. Santi Aldama, il va être fort. Je me dis que Santi Aldama, il est dans une équipe où il y a 3-4 joueurs vraiment confirmés autour de lui, ça devient très très intéressant. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à savoir si eux tous, ils arriveront vraiment à se tirer vers le haut. Je pense que c'est trop jeune en fait. Jaren Jackson Jr., bon, je lui envoie tellement de hate à chaque fois dans les CQFR et les podcasts. Je vais arrêter. C'est évidemment pas un mauvais joueur, mais je trouve justement que c'est un joueur qui manque de substance. Desmond Bane, il est fort. Mais pareil, tu vois, tout ça, c'est des mecs, je me dis, en fait, tu les mets tous ensemble, je suis pas sûr qui les tire vers le haut en fait. Alors que Desmond Bane, tu le prends, tu le mets aux Nuggets, je me dis, ah, mais ils sont encore plus forts qu'avant qu'il y ait Kentavious Caldwell-Pope, tu vois. Pareil, Santi Aldama, tu le mets aux Mavs, je me dis, ah ouais, mais là, c'est un super pioche. Par contre, je peux te prendre d'autres mecs comme ça. Même Jaren Jackson Jr., je pense que tu le mets dans une très, très bonne équipe. Je me dis tout de suite, super pioche, parce qu'il n'a pas besoin d'assumer un rôle trop grand. Et là, tous ces... ah ouais, bah ouais, clairement. Ouais. Jaren Jackson Jr., il sera à New York. Tu vois, tout de suite, je me dis, ah bah, ok, tu vois. C'est un peu comme Anunoby d'ailleurs. Anunoby, j'aurais pu te tenir le même discours sur Anunoby quand il était à Toronto. Genre, bah oui, il est fort, mais regarde, ça n'a pas de substance parce qu'il n'y a pas assez. Tu vois, ils sont tous un peu pareils. Il n'y en a pas un qui arrive à vraiment élever les autres.
Et je suis pas sûr que Ja Morant, il ait ça en lui d'élever complètement les autres. Il sait unir autour de lui, ça c'est sûr. Je pense qu'il va y avoir une âme à Memphis. On parlait d'identité de jeu dans le CQFR du samedi. Il y aura une espèce d'identité un peu, voilà, nous contre eux. Donc ça va jouer en leur faveur par moment. Je pense que c'est une équipe qui a quand même une carte évidemment à jouer pour aller se qualifier en play-off, mais je suis même pas persuadé qu'elle termine dans le top 6. Et je suis absolument pas convaincu qu'elle revienne parmi les contenders de la conférence Ouest. Je pense que ça s'est passé. Et que ce groupe a besoin de prendre de l'âge là. Pour l'instant, il est trop jeune, tu vois. Il y a même Clark, Brandon Clark, pareil, très bon joueur. Mais je me dis, il serait plus intéressant ailleurs qu'à Memphis. Après, voilà, je suis d'accord avec Shai. Il y a du talent, il y a quelque chose, il y a de la défense, il y a un bon coach. Ça va être une bonne équipe. Mais à l'Ouest, être juste une bonne équipe, ça suffit pas pour viser le top 4, quoi. C'est une équipe qui n'a pas forcément énormément de choses à envier à Orlando ou Cleveland. Mais là, à l'Ouest, je me dis pas... Non, je me dis pas, tu vois, que ça atteint ce carré-là. Attention à Desmond Bane. Je lui prévois une très très belle saison. C'est un joueur qui est capable de tourner, tu l'as dit. Hein. C'est vrai qu'évidemment, s'il était à la place de... Si c'était lui qui avait remplacé Caldwell Pope à Denver, voilà, c'est sûr. Mais faut pas oublier qu'on l'a pas beaucoup vu l'année dernière, déjà parce qu'il a été blessé pas loin de la moitié des matchs. Et qu'en plus, personne regardait les Grizzlies. Personne n'en voudra aux gens qui n'ont pas regardé les Grizzlies après le forfait de Ja Morant et toutes les blessures en pagaille. Mais Bane, c'est un joueur qui peut tourner à 20 points et 40% à 3 points avec une défense de très haut niveau. Moi, je pense qu'il va faire une très très grosse saison, personnellement, en tant que numéro 2 ou que lieutenant de Ja Morant. Tout dépend évidemment de Ja Morant. Après, s'il revient au niveau qu'était le sien, même sur la petite dizaine de matchs qu'il avait fait après son retour de suspension, moi, je pense qu'il y a moyen. Mais bon, on verra bien. Allez, je vais enchaîner avec ma proposition. Attention, je vais taper dans un autre registre complètement. ESPN va récupérer Shams Charania et Shams Charania va faire complètement oublier Woj dès cette saison. Info. Dès cette saison? Oui, moi je pense. Oui, si, c'est probable. C'est probable qu'ils ont besoin d'un mec qui domine le game, des insiders et pour rester à la page, numéro 1. Oui, si, je pense, honnêtement, probablement info. Même si, moi, j'aime bien la théorie selon laquelle il aurait transmis ses réseaux et son petit carnet d'adresses à un mec qu'il aurait formé en secret et qu'on voit débarquer de nulle part et qui prend la place. Voilà. Ce serait plus drôle pour qu'il y ait un petit fight avec Charania, mais après, on connaît pas les aspirations de Shams Charania non plus. Hein. Mais oui, plutôt info, oui. T'inquiète qu'un chèque avec 6-0 derrière, ça... Non, bah oui, moi je pense qu'il va aller signer un gros contrat ESPN. Je ne sais pas si contractuellement il peut signer dès maintenant et quitter The Athletic. Ils n'ont pas des CDI, ces mecs-là. Ah, il est déjà libre? Il me semble avoir vu passer que justement il était déjà libre pour la saison à venir. Parce que voilà. Ouais, vas-y. Il s'est déjà désengagé parce que vous avez sans doute vu à chaque fois qu'il est cité comme source, il est avec The Athletic et Spectrum, je crois. Et il est déjà donc c'est un autre média et il est désengagé de Spectrum déjà. Donc peut-être que c'est lié contractuellement. Mais bon, au pire, ils attendront un an. Hein, ça sera pas trop compliqué, je pense. Il a peut-être des clauses de sortie aussi à un moment. Il y a un beau contrat à 10 millions de dollars sur 3 ans ou quelque chose comme ça qu'il attend. C'est fou. Hein. On en parlait un peu quand on avait fait le CQFR sur Vosges, mais ces mecs-là sont pas en CDI. Non pas pour... c'est dans leur intérêt de ne pas être en CDI, c'est que ces mecs signent des multimillions de dollars contracts, quoi, comme les joueurs NBA. Et oui, moi je pense que Shams, très vite, il va être celui qui reprend la main et ESPN va vouloir le verrouiller. Ouais. En fait, j'étais quand même assez étonné finalement de voir le buzz qu'il y a eu autour de la retraite de Wojnarowski. Donc je le comprends dans le sens où effectivement c'est quelqu'un qui fait partie du quotidien de tout le monde depuis 15 ans maintenant. Mais alors c'est peut-être aussi, je vais reprendre les propos d'Antoine, là, mon côté vieux con maintenant. Mais au bout du compte, tu vois, autant un mec qui fait une enquête de fond, comme j'ai oublié malheureusement le nom de journaliste qui avait sorti toute l'histoire sur Sarver, le boss de Phoenix. C'est Baxter Holmes, non? Merci. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà. Il y a un travail journalistique de fond, il a ses sources, etc. C'est vraiment du travail d'importance. Derrière Woj, je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail, il y a énormément de travail. D'ailleurs, il faut être complètement taré pour accepter de vivre avec son téléphone greffé à la peau comme ça. Mais au bout du compte, le mec qui t'annonce qu'un gars est signé 2 heures avant le communiqué officiel, ouais.
Moi, en fait, Ouais, mais j'en ai un peu rien à foutre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu me donnes la même information 2 heures plus tard, voire le lendemain, ça change pas mon quotidien. Donc, je comprends que ça draine du buzz et que ça génère de l'argent pour le site qui l'emploie. Mais je t'avoue que moi, c'est pas parmi les journalistes américains celui qui me fascine le plus, ou du moins Alors, je suis fasciné par la machine, en fait. Ça, je suis d'accord, comme tout le monde, un petit peu. Mais en termes de, tu vois, de talent de travail, même si je nie pas qu'il faut du talent et du travail et énormément de temps, Zach Lowe en parlait dans son dernier podcast, le temps que ça demande sur ta vie de famille, ta vie privée, etc., c'est ahurissant. Mais moi, moi, en tant que fan de sport, en fait, j'y vois pas une valeur folle, en fait. en fait, il a changé la dynamique. Ce qu'il a apporté, ça se greffe à la manière dont la NBA est traitée comme une série 24 sur 24. Le fait qu'il y a le petit truc d'adrénaline, on attend l'officialisation par Woj plutôt que par la franchise, ça a contribué à ça, au côté excitant de la chose. Je suis d'accord avec toi, évidemment, c'est pas un reporter qui fait des trucs hyper longs, mais bon, c'est dû énormément de travail et de réseautage et tout ça, et en fait, c'est devenu un personnage à part entière de la NBA, quoi. C'est surtout ça, je pense. Et Charania, son avantage, c'est qu'il a encore un peu plus les codes de la NBA actuelle et des médias comme ils sont consommés aujourd'hui. Parce que c'est un mec très jeune encore, hein. Il doit être à peine trentenaire maintenant, Charania, je pense. Je suis même pas sûr Plus, d'ailleurs. hein, je pense. Ouais, je vais Je regarder suis en même même pas temps. sûr qu'il soit. Je vais regarder. Il a percé très très jeune. Il a très rapidement eu des envies télévisuelles un peu. Il a des segments vidéo depuis déjà pas mal de temps, alors que Wojnarowski a été très réticent longtemps à apparaître en plateau. Il va prendre la place de numéro 1. C'était déjà kiff-kiff, et Woj a fait un peu un baroud d'honneur admirable sur la fin. Ah, puis c'est beau que sa dernière Woj Bomb, ça le concerne, c'est beau, mine de rien. Mais en fait, je comprends à la fois que ton point de vue et les gens qui disent, bon, on s'en fout, qu'est-ce que ça change que Woj y soit parti, un autre va prendre sa place, et en même temps, bah, c'est juste que c'est quelqu'un qui faisait partie intégrante du quotidien de la NBA et du côté série qu'on peut ne pas aimer, hein, mais moi j'aime plutôt bien le fait que ce soit. Il y avait quand même un petit truc excitant sur l'alerte, hop, Woj Bomb, ça va être remplacé par Charania et peut-être par d'autres. Donc ça, oui, c'est sûr. 30 ans pour Charania, au passage, je viens de vérifier. Ouais, voilà, il a le temps encore, hein. Aïcha, je te laisse la main. Allez, pour le suivant, là non plus. Alors, peut-être que certains trouveront que c'est difficile. Enfin, ça pourra pas se produire dès cette année. Je pense que Victor Wembanyama va réaliser un quadruple-double cette saison. Voilà. Je ne suis pas le seul, je pense. Il a été pas très loin à 2 reprises la saison dernière. J'avais noté ces 2 feuilles de stats où il était pas trop loin. Il y en a notamment une contre Denver où il fait 23 points, 15 rebonds, 9 contre, 8 passes. Je pense qu'avec la dimension qu'il va prendre cette année et les progrès individuels et collectifs autour de lui et des Spurs, il va réaliser le premier quadruple-double depuis David Robinson, si je ne dis pas de bêtises. Et ça commence à remonter un peu. Bon, info pour moi. De toute façon, je pense que j'ai l'impression qu'on pourra dire ça au moins pendant ces 5-6 premières saisons. On pourra dire ça systématiquement en début d'année, le proposer comme info ou un tox. Oui, je pense que c'est clairement le joueur qui a le plus le registre pour pouvoir signer ça. Donc, ouais, je suis pas. Oui, moi, j'y crois. Moi aussi, je serais même pas surpris que s'il le cherche, il peut l'avoir assez vite. S'il en fait un objectif, par exemple, comme ça, tu sais, sur 2-3 mois, il faut vraiment que je cale un quadruple double à un moment, je pense qu'il le fait. Donc oui, moi je vais aller sur info. Ce qui est sûr, c'est qu'il en aura tout au long de sa carrière, il en aura au moins un. Ça, j'en suis assez persuadé, mais ouais, je serais même pas surpris si c'était dès sa 2e saison. Parce que là, ça paraît. Enfin, il nous a habitués déjà très rapidement à des choses extraordinaires, mais le dernier quadruple-double, malgré l'évolution du jeu et tout ça, et le fait qu'il y ait plus de points, que ça aille plus vite, ça a 30 ans quand même. Février 94, David Robinson. Donc c'est pour ça que je le soumets, parce que c'est pas si évident que ça finalement. Même si c'est un extraterrestre, il y a eu d'autres extraterrestres qui l'avaient peut-être dans les pattes à un moment, mais personne l'a fait. Personne l'a fait pour l'instant. Mais je pense que cette année, ça va être la bonne déjà. Et je vais me permettre de rebondir parce que j'en avais un autre sur Wembanyama. Antoine, ça t'embête pas, je te propose celui que j'avais sur Wembanyama. Vas-y. Moi, j'avais Victor Wembanyama va finir dans l'un des 2-5 All-NBA et Defensive Player of the Year. Alors, info pour le Defensive Player of the Year, je pense qu'ils peuvent lui donner. Je ne sais pas s'il l'aura, mais il sera le grand favori au moment du coup d'envoi de la saison. Par contre, je ne pense pas qu'il sera dans un des 2-5. Déjà parce qu'il y a eu Jokic Embiid. Je ne sais plus, il y a des postes ou plus sur le All-NBA, je ne me souviens plus où est-ce qu'on en est maintenant.
Il n'y a plus de Plus poste. maintenant, je crois. Ouais, il n'y a plus de poste. Je suis en train de regarder les dernières là. Je mets Jokic, Giannis, Embiid pour moi seront devant sauf blessure de ces gars-là à tous les coups. Ah, t'as bien dit les deux premiers en plus. T'as pas dit tu vois, un des trois au NBA. Oui, parce que dans les 3e 5, il y a des joueurs un peu moindres, type Sabonis et compagnie, donc c'est possible. Moi, je vais vous dire, je me souviens, j'avais essayé de pronostiquer ses stats avant sa saison rookie et j'étais pas si loin. Je crois que j'avais dit 18-9. Au final, il a fait 20-10 ou 21-10. Là, je pense qu'on part sur du 27-10, un truc comme ça. Je pense qu'il va être à 27 points par match. Et si c'est le cas, c'est possible qu'il soit dans une des deux. Ça dépendra vraiment qui va faire des grosses saisons et du nombre de victoires des Spurs. Le nombre de victoires des Spurs va avoir une influence sur quel All-NBA team, mais c'est pas improbable, ouais. C'est pour ça que je dis un tox, moi, parce que je pense pas que. Alors pour le Defensive Player of the Year, évidemment, parce que là, même en faisant une saison où ils ont fini très très loin du play-in, il a été sur le podium. Par contre, pour l'un des deux meilleurs 5, je pense pas, parce que ça voudrait dire effectivement que les Spurs ont vraiment énormément progressé, sont dans la course au play-in et tout, je pense. Et vu que je les imagine pas être là, je pense qu'ils vont beaucoup progresser, mais je pense pas moi qu'il sera dans l'un des deux 5. Ouais, c'est une question que je me suis posée en fait. Tu vois, j'étais même pas sûr dans ce que j'ai avancé. Comme pour vous, pour le Defensive Player of the Year, je pense que il va partir en étant le favori en fait, simplement parce qu'il a fini 2e l'an dernier. Par contre, pour les 5 All-NBA, ce qui est étonnant, parce qu'on est... Alors, je sais qu'on passe pour la brigade de défense de Rudy Gobert et des Français en NBA, mais pour le coup, Wembanyama, les Américains le kiffent en fait. Et il y a un buzz énorme autour de lui, un buzz positif monstrueux, et on sait très bien que dans ces élections, le buzz fonctionne bien. Et on en avait parlé un petit peu des Spurs. Je pense que les Spurs, c'est la semaine dernière, je crois, on se disait, de toute façon, ils peuvent qu'être meilleurs en fait. Et je pense qu'ils seront meilleurs. Moi, je serais pas étonné qu'ils fassent une bonne saison. Alors, ça veut pas dire faire les playoffs, mais qu'il y ait vraiment un bond en avant en termes de résultats. Et je suis curieux en fait, parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais j'ai tellement été impressionné par la deuxième partie de saison de Victor l'an dernier que je me dis, je veux dire, le mec, au moment où il doit taper le mur, c'est là qu'il passe la deuxième, en fait, quand tous les autres habituellement commencent à ralentir ou commencent à subir. Il emmagasine les informations, il les traite à vitesse réelle. Si il commence fort la saison, je pense que le buzz va être énorme aux États-Unis et je serais pas étonné qu'il puisse s'incruster dans le deuxième 5. Après, voilà. Si j'avais dit 3e 5, j'aurais mis 3e 5, j'aurais mis info presque à coup sûr. Ouais. Pas sûr, mais j'aurais dit oui. 2e 5, je trouvais ça plus intéressant de voir à quel point la machine de médiatique et ses performances peuvent faire s'emballer la machine, quoi. Parce que si on regarde les deuxièmes 5, les deux premiers 5, même juste des 2 dernières années, il n'y a aucun joueur d'une équipe qui est au-delà du top... top 8 en fait. Parce que le dernier en date, pour vous le reprendre, Shai Gilgeous-Alexander, Jokic, Doncic, Antetokounmpo, Tatum, donc là c'est que des équipes classées assez hautes. Le deuxième 5, Jalen Brunson avec les Knicks, Edwards avec les Wolves, Durant avec les Suns, Kawhi avec les Clippers et Davis avec les Lakers. Il n'y a que dans le 3e 5 où tu as des équipes qui sont au-delà de la 8e place et encore jamais plus loin que la 10e. Donc il faudrait vraiment que les Spurs soient top 8, top 10 pour qu'il ait une chance. Ou alors ce sera une première et c'est qu'il aura vraiment fait une saison individuelle totalement dingue. En fait, le truc, c'est que là où je suis d'accord sur la machine médiatique, c'est que j'ai l'impression qu'on est vachement dans l'ère de la célébration, tu vois. Si tu vas sur Twitter, chaque nuit, tu as premier joueur à avoir 17 points, 12 passes, 13 rebonds. On cherche toujours le nouveau petit truc et on est très autour de tout le marketing. Et j'ai l'impression que cette machine marketing, elle prend souvent le pas. Par exemple, moi, j'ai trouvé ça pas tout à fait justifié que Victor Wembanyama il soit 2e du vote pour le Defensive Player of the Year l'an dernier. Je pense que si tu demandes vraiment au GM des meilleures équipes, quelle défense, mais bon, c'est dur à isoler parce qu'ils auraient pris Wembanyama en tant que joueur entier, mais je pense qu'il y a quand même des meilleurs joueurs que Wembanyama si tu veux jouer, des meilleurs défenseurs que Wembanyama si tu veux gagner une série de playoffs à l'instant T de l'an dernier. Évidemment, le problème, c'est que tu ne peux pas prendre que l'instant T. Tu es toujours happé par tout ce qu'il y a autour de Wembanyama, tout le reste de son jeu, son potentiel, ses dimensions, etc. Mais je pense honnêtement qu'il y a des meilleurs défenseurs. Voilà, il y a des joueurs qui l'ont attaqué directement, Wembanyama. Tu vois, on parlait de ceux qui ont attaqué directement Rudy Gobert. C'est quelque chose qui est arrivé pour Wembanyama. Ça ne veut pas dire que Wembanyama est un mauvais défenseur. Loin de là. C'est juste pour dire...
Voilà, il y a encore des joueurs, bien sûr, qui suscitent une crainte, bien sûr que c'est un excellent joueur de deuxième rideau, mais il y a aussi des mecs qui se disent, de toute façon, ce gars-là, il est trop grand, je vais le prendre de vitesse. Donc, il a été ciblé comme plein d'autres pivots. Tu vois, c'est pas aujourd'hui le défenseur ultime, en tout cas sur sa première saison NBA. Ça le sera peut-être un jour, mais moi, j'ai trouvé que sa deuxième place au Deep Boy, elle avait c'est forcément un impact médiatique à jouer là-dedans, tu vois, et l'envie de narration. Et je pense que ça peut jouer aussi sur ah bah tiens, on le présente comme le GOAT, on voit qu'il répond aux attentes, mettons-le tout de suite avec plein d'accomplissements, tu vois. Ah, regardez, c'est le plus jeune qui a fait ça, regardez, dans 5 ans, il est déjà à 2 secondes All NBA Team. Ah, de toute façon, il va être le meilleur, mettons-le tout de suite parmi les meilleurs. Tu vois, il y a un peu tout un truc, un espèce d'engouement, et ça joue auprès des journalistes, parce que les journalistes, ils passent beaucoup de temps sur Twitter eux aussi, et ils se nourrissent, autant qu'ils se nourrissent de cette machine. Et je pense que dans les votes, ça va jouer. Je ne sais pas si c'est eux qui votent les All-NBA, cela dit. Je viens de parler des journalistes, mais je ne sais pas s'ils votent les All-NBA. Mais j'ai l'impression que et c'est eux aussi qui votent les All-NBA. De toute façon, la NBA, en tant qu'institution, elle répond au même truc. On l'a vu avec les 75 meilleurs joueurs de tous les temps. Elle répond à la même logique. Donc oui, tout ça, il y aurait un sens. S'il est très fort, tu vois, même s'ils ne sont pas dans le top 8, j'ai peur qu'il y aura ce truc de... Enfin, j'ai peur. Non, je m'en fiche, mais tu vois, ce truc de se dire, bah allez, mettons-le tout de suite dedans. Donc à voir. Antoine, tu t'enchaînes avec un autre? Allez, j'en ai un autre. J'en tente un. Je suis désolé, on est toujours à l'ouest. Klay Thompson va être un super atout à Dallas. Info ou intox? Je sais que les gens sont partagés là-dessus. C'est clair, c'est un des trucs sur lesquels il y a eu le plus de commentaires, notamment, je sais plus suite à lequel de nos podcasts récents, là, mais il y a pas mal de commentaires sur YouTube à ce sujet. Ouais. Chai, tu veux prendre la main? Je réfléchissais en direct, je suis encore partagé sur le sujet, mais c'est plutôt que j'ai envie que ce soit une info. Voilà. Je vais dire info parce que j'ai envie qu'il soit pas fini, j'ai envie qu'il apporte, qu'il montre qu'il a encore de l'énergie, de l'huile dans le moteur, tout ça, que c'est encore un joueur important. Donc moi je vais plutôt dire info avec évidemment le fait qu'il faut prendre en compte qu'il a plus les mêmes capacités défensives à cause d'un physique logiquement déclinant après tout ce qu'il a pris dans la tronche au niveau des blessures. Mais voilà, il sera attendu, mais il y a quand même devant Kyrie Irving, Luka Doncic, plus quelques autres joueurs qui peuvent aussi prendre des responsabilités. Donc il sera attendu et à la fois ils vont pas tout de suite, je pense, lui demander de faire des exploits. Moi, je vais dire info. Alors, surtout en le souhaitant plus qu'en me mouillant, parce que je suis encore partagé sur la possibilité que ce soit trop dur pour lui, mais je vais souhaiter que ce soit une info. Voilà. Moi, je vais dire info aussi. Je vais préciser, en fait, c'était quoi ta formulation, Antoine? C'était un joueur d'impact, c'est ça que tu as dit? J'ai dit un super atout ou un atout à Dallas. J'avais mis super atout pour faire comprendre qu'il peut être fort, quoi. C'était ça l'idée. Ouais, je pense que ça va vraiment être un atout pour Dallas, tout simplement parce que les attentes ne seront pas les mêmes. Je pense que ça ne sera pas le même qu'en changeant d'uniforme. Enfin, j'espère en tout cas que les gens saisissent qu'il ne faut plus t'attendre à voir le Klay Thompson des Splash Bros. C'est plus ça. Et dans cette équipe de Dallas, il n'a pas besoin d'être ça, en fait. Je pense pour que cette équipe puisse faire quelque chose de vraiment intéressant. Donc je pense que quelque part, finalement, en réduisant son rôle, en concentrant son rôle sur des choses plus précises, ça devrait l'aider, en fait, à être impactant. Et je pense qu'effectivement, il peut être impactant. Parce qu'avec... Kyrie et Luka, comme tu l'as dit, Shai, plus on attend toujours de voir un petit peu PJ Washington, où est-ce qu'il en sera. Enfin, moi, j'arrête pas de le dire, j'ai l'impression, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va donner avec un training camp complet du côté de Dallas. Si Klay peut être sur le terrain en disant, bah, en fonction des soirs, c'est la 3e, 4e option. Les soirs où Derek Lively fait un chantier, où Gafford, on arrive à lui donner la balle pour punir une équipe qui est faible à l'intérieur, bah, il peut même être simplement un complément. C'est un complément de luxe, en fait. Parce qu'au bout du compte, tu peux quand même pas le laisser dans le corner. Alors, je sais que certains pensent que j'en fais trop avec cette histoire de la fameuse la gravité, en fait, ce qu'il impose ce qu'il impose à la défense par sa présence. Mais moi, je pense que Klay Thompson en spot-up ou qui sort de ce qu'on appelle les split action à l'opposé du ballon, t'es obligé de défendre sur ça. Tu peux pas te dire on va voir s'il l'aimait, en fait. C'est vraiment pas un joueur où tu peux te dire ça. Et donc, avec ça, je pense qu'il peut vraiment avoir un impact, mais je m'attends pas à voir le Klay Thompson qu'on a connu d'avant la blessure. On va pas retrouver le Klay Thompson de 2019, quoi. Ouais, je vais synthétiser un peu. Un peu comme Shai, moi j'ai envie que ce soit une info. Et un peu comme toi, Théo, je pense qu'en fait il va avoir un impact. Et je trouve, tu as mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est que souvent on confond
est-ce qu'il est le même joueur qu'avant avec est-ce qu'il fait du bien à son équipe? Bien sûr que Klay Thompson, c'est plus un All-Star, mais de toute façon, c'est plus vraiment ce qu'on va lui demander. Moi, je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il y ait une espèce de renaissance, en tout cas sur certains aspects de son jeu. Déjà parce qu'effectivement, il va être mis dans une autre position. En fait, à Golden State, aujourd'hui, Klay Thompson, il était trop limité pour être la deuxième option dont ont cruellement besoin les Warriors, notamment parce que ils prennent tous de l'âge. Draymond Green, c'est toujours un bon playmaker, mais il est moins athlétique et il est moins dangereux, même s'il a repris un peu du poil de la bête en attaque. Les plus grandes années des Warriors, avant Kevin Durant, donc les Warriors, le début de la dynastie, quand ils sont très forts, Draymond Green, c'est un mec à 13 points par match. Je ne sais pas si les gens se souviennent, quoi. Je ne sais plus s'il a exactement à 13 points, mais il met des points. C'est lui qui met 36 ou 37 points dans le game 7 de la finale. Il a un impact offensif autre que celui qu'il a aujourd'hui. Il peut créer un peu de danger qui donne de l'air à tout le monde. Là, dans les Warriors actuels, je trouve que les Warriors, il leur manque absolument un mec qui apporte balle en main. Et ce joueur ne pouvait pas être Klay Thompson, en fait. Donc, de toute façon, il était dans un rôle qui était presque un piège. Et ça sera encore une des problématiques des Warriors cette saison. Là, voilà, tu l'as très bien dit, il va pouvoir se contenter de courir, profiter des espaces, créer de l'espace lui-même, mettre des tirs. Je vois souvent ouais, mais en défense, il y aura Kyrie, Luka, Klay, ça ne tient pas. La question, c'est pas tant juste la défense, c'est est-ce que tu vas plus perdre que gagner? Tu vois ce que je veux dire? C'est un jeu d'addition et de soustraction. Et si tu ajoutes plus en attaque que ce que tu perds en défense, eh ben, c'est pas grave si ta défense elle est peut-être un peu moins forte, effectivement, avec le fait que tu as Klay, Kyrie et Luka. Si tu as autre chose, moi je pense que ça peut débloquer beaucoup de choses pour Luka, pour Kyrie. Et je pense que c'est un mec qui aura effectivement vraiment un impact et qui aura une espèce de confiance retrouvée, d'envie de prouver, et qui sera peut-être plus régulier que ces 2 dernières saisons aux Warriors. Donc je pense effectivement que ça sera quand même un vrai atout pour les Mavericks. Il y a autre chose qu'il apporte aussi, dont on n'a pas parlé, c'est l'expérience et le savoir-faire, la gagne, quoi, la culture de la gagne qu'il a acquise à Golden State. C'est ce qui manque un peu pour l'instant aux Mavs, même si Kyrie a déjà gagné un titre. Luka n'a pas encore gagné en NBA. Les autres tours, c'est des joueurs relativement jeunes. Klay Thompson, pour reprendre l'expression de Mike Pietrus, il connaît le chemin des finales, quoi. Il connaît le chemin des finales, il connaît le chemin jusqu'au trophée, et il a disputé tellement de matchs ultra importants que ça peut être ça l'impact aussi. Ça peut être qu'à un moment précis pendant les playoffs, mais je pense pas que j'ose pas imaginer que ce sera un fiasco total et qu'on s'apercevra qu'il est fini, ou je sais pas. Je pense vraiment que quelle que soit la manière, il apportera quelque chose aux Mavs. Ouais, tu parlais de la défense, c'est intéressant. Effectivement, moi, ce qui me fait le plus mal au cœur quand je regardais les matchs des Warriors ces dernières années, c'était de voir parfois Klay Thompson en défense, mais parce que je me rappelle à quel point c'était un défenseur d'élite, en fait. C'est-à-dire que là, c'est pas... Je suis désolé, mais en défense, c'est pas un Kyrie Irving bis en défense, Klay Thompson. C'est-à-dire que maintenant, malheureusement, il peut se faire effectivement exploiter dans certains match-ups, notamment face à des joueurs plus grands que lui. J'ai un souvenir très net de l'avoir vu l'an dernier face aux Sixers et de le voir incapable, par exemple, de stopper Tobias Harris. Parce que trop de volume, pas suffisamment de vivacité de pied pour embêter Harris dans ses déplacements. Par contre, ça reste un défenseur correct en NBA. Pour moi, il n'est pas au niveau de Kyrie Irving. Donc ça, c'est intéressant. Et l'autre truc, c'est là, pour le coup, info, intox, moi je dis info, il y aura un match à 35 ou 40 points où il va mettre des 3 points dans tous les sens et il va finir les larmes aux yeux au bord du terrain avec le point rageur, parce que c'est un compétiteur de malade, en fait, un petit peu renfermé sur lui-même. Mais voilà, ça, je mets ma main à couper qu'il y aura un scénario comme ça l'an prochain. Allez, j'enchaîne avec une autre proposition. Allez. Zachary Rizaché va en surprendre plus d'un et fermer certaines bouches cette année. Info! Moi, je dis info. Info, mais alors jusqu'où? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça voudrait dire de faire fermer des bouches et de... C'est ça la question. Moi, tu vois, il est quand même jamais cité quand on parle de rookie de l'année. Alors, moi non plus, c'est pas mon favori pour le rookie de l'année. Mais tu vois, il apparaît même pas dans les propositions, des fois, même auprès des coachs ou des dirigeants NBA. Tu es au stade où tu te dis, mais dans ce cas-là, pourquoi vous étiez tous d'accord sur le fait que c'était le numéro 1, quoi? C'est un mec qui a quand même... je sais qu'il y a eu du suspense, mais ça fait quand même que ça a été présenté comme une draft faible. Mais, malgré tout ce que tu veux dire, on savait depuis un moment que ça serait lui qui était pris en 1, quelle que soit la qualité de la QV. Ça veut dire que dans cette QV de mecs-là, tout le monde, depuis longtemps, ou en tout cas une majorité de personnes, se disait tiens, le joueur le plus intéressant, c'est Rizaché. Et après, tu vois sortir des sondages, quel sera le favori de l'année, le rookie de l'année?
Pas de Rizaché, même pas dans les mentions. Quel sera le meilleur rookie dans 5 ans? Pas de Rizaché, même pas dans les mentions. C'était un sondage ESPN fait auprès des dirigeants NBA. Et tu te dis, mais c'est quoi votre souci? Pourquoi il est en 1 alors? Et moi, et si fermer des bouches, ça veut dire montrer, oui, il a des qualités de joueur, parce que là, des fois, tu as presque l'impression, ça va être c'est un mec qui a été pris en 1, qui va être role player toute sa carrière. C'est aussi ce que je l'imagine aussi quelque part comme un role player, mais je pense qu'il ait les qualités pour être un excellent role player, tu vois, pour être un jour un mec comme Aaron Gordon à Denver, comme un Derrick White à Boston, et peut-être même plus fort que ces mecs-là, tu vois, dans un autre registre. Et moi, je pense que dès sa première saison NBA, avec ce qui se passe à Atlanta, avec l'effectif des Hawks, c'est un mec qui va montrer qu'il est précieux sur un terrain de basket parce qu'il est capable de faire des choses et qu'il a une panoplie intrigante. Et sur ça, moi, je pense qu'il va fermer des bouches sans être élu rookie de l'année. Je pense qu'on va se dire, ah oui, en fait, ça va, il a du talent. Comme si on allait être surpris, alors que oui, c'est pour ça qu'il est pris en 1, mec. Je pense aussi que peut-être qu'on l'a plus observé, vu jouer que beaucoup des Américains qui sont sceptiques à son sujet. Je pense pas non plus qu'il sera rookie de l'année. À mon avis, il y en a d'autres. Et vous verrez que c'est l'une de mes propositions suivantes. Ça concerne le rookie de l'année. Mais par contre, oui, évidemment, à mon avis, il va. Même si peut-être qu'au début, il met un peu de temps au niveau de l'adresse offensive et tout ça, il a trop d'armes et d'atouts pour passer inaperçu comme ça et être un bust. Non, Atlanta me semble être un bon contexte parce que ça va pas être une équipe qui va souhaiter à tout prix jouer le bas-fond du classement. Il y a encore Trae Young, il y a des très bons joueurs autour, les Jalen Johnson et tout. Et je pense effectivement que les gens vont s'apercevoir que c'est pas un numéro 1 par hasard et qu'il est quand même très fort. Mais ça ira pas, à mon avis, jusqu'au rookie de l'année. Et je comprends la logique selon laquelle les gens le mettent pas favori non plus. Parce qu'il faut marquer il faut quand même marquer un certain nombre de points. Il y a des paramètres qui, pour l'instant, à mon avis, sont pas sûrs d'être réunis pour lui, pour une candidature. Mais ce serait génial s'il était rookie de l'année. Là, pour le coup, pour reprendre l'intitulé, faire fermer des bouches, c'est rookie de l'année incontestable. Ça, ce serait magnifique. J'en rêve pour lui, honnêtement. J'adorerais ça. Pareil pour Alex Sarr, finalement. Les mecs se disent, oui, on a vu en Summer League, il a fait des matchs à 0 points. Il rentrait rien. Si les deux, là, on va souhaiter que les deux Français fassent des super saisons et fassent fermer des bouches, même sans être rookie de l'année. On s'en fiche au final, mais montre que c'est pas juste parce que c'est une draft faible, mais que ce sont des super prospects. Et ça c'est une info, j'ai aucun doute là-dessus. Ouais, je lui vois facilement, tu sais, une première saison à la Jalen Williams, en fait. Sauf qu'avec donc au début, tu vois, on va regarder, il va être scruté, les gens vont dire, voilà, c'est bien ce qu'on vous avait dit, c'est pas le profil d'un franchise player ou d'un numéro 1 de draft. Et au fur et à mesure de la saison, des commentaires du genre, il est pas mal quand même, Zachary Rizaché. Tu vois, des fins de match bien gérées, des paniers importants, des rebonds bien pris, parfois de la création où tu dis, belle passe quand même. Et moi, c'est vraiment le type de saison que je lui souhaite déjà et que je lui prédis, parce que je pense qu'effectivement, alors les experts en fait de la draft ont bien saisi que c'était une classe de draft bien particulière. La meilleure explication en fait, j'avais trouvé, c'était quelqu'un qui disait, regardez, cette année, il faut imaginer que en fait, la draft, elle commence au 4e pick, en fait. Pas au premier. Et que par rapport à une draft, tout aurait un Zion Williamson, ou une draft, tout aurait un Wembanyama, ou des joueurs comme ça, à qui on prédit un futur de franchise player. En fait, quand tu remets ça, quand tu as ça en tête, je trouve que ça donne tout de suite une meilleure perspective par rapport à cette classe de draft. Et moi, je m'attends à une saison où il va montrer au fur et à mesure ce dont il est capable. Les gens vont être étonnés de sa polyvalence. Je pense que les gens vont être étonnés de sa taille aussi. Et qu'ils ne se rendent pas compte en fait qu'il a vraiment le profil du joueur moderne par excellence sur ces postes-là, grand, qui peut créer, qui est plus explosif qu'il n'en a l'air parfois. Voilà, moi c'est vraiment ce à quoi je m'attends. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite grandement. J'y crois aussi pour la progression en cours de saison. Je pense que c'est le genre de joueur qui typiquement apprend, est intelligent, comprend ce qu'il doit faire. Et du coup, mois par mois, évolue dans le sens où, comme tu as dit, en février ou mars, d'un coup, on se dit « Ah ouais, en fait, c'est solide quand même. » Est-ce que vous vous rappelez Pardon. Avec l'année où Banchero a été rookie de l'année, il était très largement favori tout au long de la saison.
jusqu'à après le All-Star Game où les gens ont commencé à regarder Jalen Williams et se disaient ah mais il fait une bonne saison Jalen Williams là. Il est en train de monter en puissance et au bout du compte le gap c'était beaucoup resserré en fait entre les deux. Après voilà, je pense aussi que dans l'absolu Paolo Banchero a sans doute fait une meilleure saison rookie, d'autant plus parce que lui il était la plaque tournante de l'équipe, donc il avait un poids de responsabilité plus important que Jalen Williams. Donc je pense que c'était mérité pour Paolo Banchero. Mais j'avais trouvé ça intéressant de voir malgré tout que sur la fin, les gens commençaient à se poser la question de savoir si c'était vraiment Banchero ou Jalen Williams. Et ouais, comme toi Antoine, je pense qu'il a de toute façon, il a le métier, l'intelligence, l'encadrement pour progresser. Atlanta, c'est pas si mal. Hein. Il va être scruté parce que c'est le premier choix de draft, mais il va pas être, ça va pas non plus être la pression médiatique de Los Angeles ou de New York. Donc ouais, moi je pense que voilà, les gens en fin de saison, je suis plutôt serein sur le fait qu'il réussisse sa saison rookie. Je vais enchaîner parce que justement c'était lié au rookie de l'année, au trophée de rookie de l'année. C'est presque plus une ball take qu'une info intox, mais si je la présente là, c'est parce que je l'ai vu et je l'ai lu un peu chez des fans des Wizards, chez des journalistes aussi qui. J'aime bien Antoine qui rigole, des fans des Wizards, quoi. Aux États-Unis, hein, évidemment, on va pas. Il y a le pote de Bill Simmons. Ouais, c'est ça. Ouais, comment il s'appelle déjà? Joe, je crois. Ouais, Joe House, voilà. Joe House. Non, mais il y a une certaine confiance chez les Wizards au sujet de Carlton Carrington, a.k.a. Bob Carrington. Je pense que toute sa carrière, on va l'appeler Bob Carrington. Que si vous vous souvenez, j'en ai pas mal parlé lorsqu'on faisait des previews sur la draft, sur les possibles styles. C'est un joueur que j'aimais bien à la fac. Et selon moi, vu que c'est une classe de draft très très ouverte, je suis assez d'accord avec les fans des Wizards donc, qui disent que Carrington sera à minima sur le podium du rookie de l'année. Donc c'est le 14e pick, c'est un arrière. Devant lui, c'est pas simple, il y a des joueurs plus expérimentés, Malcolm Brogdon, Jordan Poole. Sauf que de mon point de vue, et c'est partagé par ces fameux gens qui suivent les Wizards, Brogdon, il a quand même pas vocation à rester aux Wizards selon moi. C'est un joueur qui en plus est blessé relativement fréquemment ces dernières années. Et je pense aussi que Jordan Poole, et c'est presque un autre pari sur la saison, je pense que Jordan Poole finira pas la saison aux Wizards non plus. Donc sur le talent et sur les circonstances de la saison, avec donc des rookies, une classe de rookies très incertaine, je pense que Bob Carrington fera au minimum podium du rookie de l'année. Ouais, je suis tenté de dire info, mais je le vois pas gagner le rookie de l'année. Mais par contre, vu que tu as élargi ça à podium, je pense qu'au fait, au début, il y a un truc, c'est que c'est un rookie qui est déjà prêt physiquement. Il est grand, c'est un meneur arrière de grande taille. Il a fait 4 ans à la fac, donc il sait jouer. Maintenant, il est dans une équipe où c'est dur de jouer. Et au début, il sera pas titulaire. Avant qu'il y ait les transferts ou blessures de Brogdon et transferts éventuellement de Poole, qui me semble aussi être une possibilité, il ne sera pas tout de suite titulaire. Donc je pense que lui, toute sa campagne pour le rookie de l'année va miser sur je suis le rookie qui met le plus de points. Et c'est une possibilité. Il faudrait qu'il y ait des bons pourcentages aussi, mais je pense que sa moyenne de points elle va surtout exploser à partir de février. Février ou mars, c'est là où d'un coup, il aura peut-être 2-3 mois à 20 points de moyenne, qui vont peut-être faire monter sa moyenne à 15-16. Mettons une hypothèse comme ça. Tu vois, il fait beaucoup quand même, 20 points de moyenne. Ouais, mais attends, t'as vu les équipes nulles en fin de saison je rigole pas, hein, je pourrais te prendre un exemple. Je sais pas, il faudrait que j'aille checker, mais il y a des mecs, je sais pas, un Check Milton, il peut être à 25 points sur 2 mois. Hein. Je me souviens des Isaac Hanan qui était à 25 points de moyenne, c'est dans les équipes qui tankent sur 2 mois. Hein. Donc c'est pas, ça me semble possible, 20 points de moyenne sur 2 mois, pas sur l'ensemble de la saison. Je pense sur l'ensemble de la saison, il passerait par exemple à 15-16, tu vois. Imaginons, il serait le rookie qui a le plus marqué. Je pense que ça, c'est un scénario où Washington, il gagne 15-20 matchs. Je pense que le rookie de l'année, il sera pas dans une équipe qui gagne 15-20 matchs. Même si c'est pas un rookie où le bilan collectif est vachement pris en compte, on est dans une ère déjà où on pointe du doigt un peu ça, on dit ah bah non, il joue dans une équipe nulle. Et le rookie de l'année, sauf s'il y a personne, enfin tu vois, il y a autre chose. Et je suis pas persuadé que ça soit le favori pour le rookie de l'année. Je pense que Zach Edey et surtout comment il s'appelle le mec des Rockets, Rich Shepard. Je pense que Rich Shepard c'est le favori. Je pense que Zach Edey il sera très bien placé. Mais effectivement, moi je serais capable de me dire que Bob Carrington il sera 2e ou 3e, tu vois, avec ce trio-là, par exemple. Ça me semblerait pas fou. Si tu avais dit rookie de l'année, j'aurais été... J'ai hésité, hein. Je me suis dit, J'aurais été un poil plus, tu vois, en mode...
Mais là, comme tu le présentais comme ça, je me dis Mais tu sais que dans les pronos de début de saison, je vais évidemment le mettre rookie de l'année. C'est un beau pari. Il y a un chemin. Je pense qu'il y a vraiment un chemin où il est rookie de l'année. Il faudrait voir un peu comment ça se déroule, à quel point il cartonne, à quel moment de la saison il cartonne et quel est le bilan des Wizards. Je me laisse un peu avoir peut-être par la Summer League et par parce que pour le coup, j'avais commencé à le suivre l'année dernière avec Pittsburgh, avec la fac, quand il était dans les listes élargies des joueurs à suivre. Et je l'aime vraiment bien. Et c'est pas qu'un score en plus, je pense. Il est capable de faire d'autres trucs. Et donc je vais pas me dire là maintenant rookie de l'année pour ce podcast-là, mais je pense que je vais tenter le coup dans mes pronostics de début de saison, histoire de. Enfin, pour une fois que c'est aussi ouvert, on va pas se priver de tenter des choses. Voilà. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est fou ce que je vais dire, mais cette équipe des Wizards, il y a du talent en fait dans cette équipe. Quand tu regardes le roster, il y a des joueurs quand même expérimentés, talentueux, qui ont montré qu'ils avaient un impact. Je parle de Jonas Valanciunas, par exemple, qui a un vrai impact en termes de victoire-défaite. Il y a du talent, en fait. C'est juste que j'ai aucune idée du type de puzzle qui va être assemblé. Je ne sais pas du tout qui va être priorisé par rapport à qui. Jordan Poole, on s'est foutu de sa gueule toute la saison dernière, a raison. J'ose quand même espérer qu'il ne puisse pas être aussi mauvais. Donc, moi, je me dis, il peut quand même qu'être meilleur. Tu vois, le talent qu'on a vu à Golden State, il y avait quand même du talent. Il y a un moment où il doit quand même gagner en efficacité. Kyle Kuzma, c'est quand même un mec sur qui il faut défendre. Malcolm Brogdon, s'il n'est pas blessé, c'est un joueur intéressant. Sadiq Bey, qui est blessé aussi pour l'instant, mais qui devrait revenir dans la saison, c'est pas un mec inintéressant. Et à côté de ça, tu as tous ces talents, quoi. Carlton Carrington, bien entendu Bilal Koulibaly et Alex Sarr. Moi, je suis excité à l'idée de voir la deuxième saison de Bilal, vraiment, et de voir le rôle qui lui sera donné cette année à Washington. Et en fait, là où je peux dire info pour ton projet, Shai, c'est si Washington se dit non mais on a du talent, mais en fait nous on veut développer nos joueurs, donc on va d'abord mettre les joueurs les plus talentueux mais peut-être les plus inexpérimentés et leur garantir du temps de jeu, parce que finalement on s'en fout que Malcolm Brogdon fasse une bonne saison ou pas, c'est pas ça notre avenir. Si c'est ça, je vois un chemin pour que ça soit ce que tu annonces. Par contre, je comprends toujours pas en fait vraiment dans quelle direction va la franchise. Ça a tellement été mal géré ces dernières années que j'ai du mal à voir en fait ce que la franchise a en tête. Moi, je pense que Kuzma, Poole et Brogdon, ils n'ont pas vocation à rester longtemps. Donc, s'il y a des trades rapidement pour eux, je serais pas surpris. Et j'aimerais qu'il y ait ce projet de développement des jeunes, parce qu'il y a des jeunes de qualité et ça impliquerait du coup Carrington aussi pour cette saison-là. Si je peux mettre un bémol sur des éventuels trades de Kuzma, Cool, de Kuzma et Cool, c'est bon ça. Il devrait s'appeler Kuzma et Cool, c'est vachement plus. C'est vrai que ça ferait mieux. Brogdon, tu vois, je me dis, il va être trade parce que son contrat est expirant. Mais là, j'ai checké, Poole et Kuzma, ils ont encore chacun 3 ans de contrat. Donc, en fait, tu as le temps. Et le truc, c'est que Washington, c'est déjà une des masses salariales les plus faibles de la ligue. Et il faut que tu aies de la masse salariale. Tu ne peux pas être complètement sous le cap, parce que sinon, tu dois payer tes mecs. Donc, quelque part, c'est garder ces mecs-là, sachant qu'en fait, tu peux toujours tanker même en ayant ces mecs-là. On l'a vu l'an dernier, tu vois. L'an dernier, on s'est dit la même chose. On s'est dit, tiens, Poole, il ne va pas rester. Kuzma, il va être transféré. Non, il n'y a pas eu, tu vois. Et Kuzma, il est sous contrat avec un contrat abordable jusqu'en 2027. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre le temps de l'échanger, avoir une vraie belle offre. Pareil pour Poole, qui est sous contrat jusqu'en 2027 avec 30 millions. Bon, il vaut plus 30 millions, mais c'est quelque chose qui s'échange. Mais si tu les dégages, tu vois, tu vas sans doute pas récupérer un gros contrat, tu trouves, avec une masse salariale beaucoup trop faible. Donc, je prendrais quand même avec des pincettes la possibilité qu'il y ait vraiment un trade. Je pense que c'est possible, mais je sais pas s'ils feront un ménage complet des 3, tu vois, genre pendant la même saison. Ils se retrouveraient avec une masse salariale vraiment beaucoup trop faible, et d'un coup, il faudrait verser des 60 millions à tous leurs joueurs, tu vois, diviser 60 millions entre tous leurs joueurs présents. Je suis pas sûr que ça arrivera, mais on verra. Moi, je pense que Poole, soit Kuzma portera le maillot des Lakers dans la saison. Je sais pas lequel, mais c'est possible qu'il y ait un trade d'un des deux à LA en plus. Antoine, je te laisse la main. Est-ce que j'en ai un autre? Ouais, tiens, allez, on a parlé des Lakers. Les Lakers sont outsiders à l'Ouest. Info ou intox? Outsider, pourquoi?
Bon, dans la course au final de conférence, allez. Un tox. Un tox aussi. Je vois pas. Non, mais moi aussi, hein, mais. Ok, non, je vois pas. Je vous Honnêtement. rassure. Et en fait, En fait, je m'attends à ce que les Lakers soient une bonne équipe. C'est même pas dire que les Lakers vont être nuls. C'est pas ça. C'est un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure pour Memphis. Je pense que le reste des tops équipes de l'Ouest sont juste meilleures, plus jeunes, plus complètes. Je vous rajoute des éléments. C'est vrai que j'ai fait juste une phrase. C'est la 5e masse salariale de la ligue. Donc les autres plus grosses masses salariales, Phoenix, Minnesota, Boston, Milwaukee, et donc il y a les Lakers en 5. Donc généralement, quand tu es dans le top 5 des masses salariales, tu quand même vises quelque chose. Ils ont toujours LeBron James, Anthony Davis, nouveau coach, et derrière, il y a du talent. D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Austin Reeves, Gabe Vincent, s'il revient de blessure, Jared Vanderbilt, Dalton Knecht. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal déjà. Bronny James. Bref, il y a quand même un effectif. C'est vrai que c'est une équipe dont peu de gens parlent dans la course au play-off à l'Ouest, dans la course au top 4 à l'Ouest. Est-ce que vous pensez qu'on dort sur cette équipe ou pas? Je le tourne plutôt comme ça. Allez, est-ce que vous restez sur info ou un tox? Non, on dort pas. Ça dépend ce qu'on attend de les gens, mais on dort pas, je pense. Déjà, il y a une équipe qui est leur bête noire, c'est Denver. Denver a quasiment la même équipe, la même équipe cette année. Les Lakers ont quasiment la même équipe cette année encore. Donc déjà, il y a une équipe, s'ils la croisent, tu sais quasiment à 100% que c'est fini. Et les autres équipes ne sont pas devenues moins fortes avec le temps, elles se sont renforcées. Est-ce que les Lakers se sont vraiment renforcés cet été? Non, LeBron a pris un an de plus. Anthony Davis, alors ce qui est bien, c'est que ça fait 2 ans qu'il tient le coup, je touche du bois pour lui, et qu'il est très très fort. Mais autour, le coaching staff a changé, mais il y a les interrogations autour de JJ Redick. Moi, je suis plutôt optimiste pour lui et j'espère que ça va bien se passer, mais je vois pas cette équipe dans son ensemble plus forte que l'année dernière, alors que je vois pas mal d'équipes qui me semblent mieux armées à l'Ouest que les Lakers. Donc non, je les vois pas être des outsiders pour même une finale de conférence. Ça peut toujours arriver, un parcours, un petit peu de chance, un joueur majeur en face qui est blessé, eux qui sont en pleine forme. Il y a du talent pour ça, mais vraiment, ce serait une surprise pour moi de les voir en finale de conférence. Moi, ce serait au-delà de la surprise. Je vois pas de scénario, en fait, où ça peut se produire. Vraiment, sauf... parce que je vois pas de trade possible, en fait, qui changerait totalement la donne pour eux. Non, c'est tout ce que tu as dit, Shai. C'est la même équipe, plus vieille. Je vois pas pourquoi elle performerait mieux cette année que les autres. Et autour, je trouve que ça c'est... Enfin, autour, les autres équipes du top, je trouve qu'elles sont renforcées, elles sont plus jeunes, plus complète, donc non, je vois pas de. Je pense pas qu'on dorme, et je pense pas que c'est une mauvaise équipe. Je le redis à nouveau. L'an dernier, c'était une bonne équipe. Il y a pas de honte à être une bonne équipe en NBA. C'est déjà compliqué d'être une bonne équipe en NBA en fait. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous. Je vois pas un scénario où les Lakers sont en fait un underdog qu'on ne voit pas venir. J'ai l'impression qu'il y a toujours un équilibre d'équipe un peu difficile à trouver. C'est mine de rien pas toujours si simple de jouer avec LeBron, de s'épanouir aux côtés de LeBron. Hein. C'est pas une pique. On dit il a un QI basket énorme, il fait des carrières, notamment de certains shooters, tu vois, autour de LeBron, ils peuvent exister, mais c'est pas simple aussi de cohabiter complètement avec LeBron. On le voit pour Austin Reeves, on le voit sans doute aussi pour Rui Hachimura d'une certaine manière, même pour D'Angelo Russell, même s'il a eu quelques très bons matchs avec le maillot des Lakers. Je pense que cette équipe, elle sera trop imparfaite pour viser quelque chose, et à l'Ouest, tu n'as pas le droit d'être imparfait. Donc non, je serais même, s'il gagnait un tour de play-off, je serais surpris. Genre vraiment, si cette équipe, elle gagne un tour de play-off, je suis surpris, je vous le dis très sincèrement, et je suis même pas convaincu à 100% qu'elle va aller en play-off. Mais ça, c'est possible, tu vois. Mais par contre, si elle va en play-off, pour moi, c'est pour faire un tour et sortir, quoi. Je vais me permettre d'enchaîner, parce que j'en avais un autre sur les Lakers, si c'est OK pour vous. Cette saison sera la dernière de LeBron James. Avec les Lakers ou tout court? Tout court. Info. Un tox. En fait, moi, je pense qu'il veut partir en faisant un grand tour. Moi, je pensais qu'il allait annoncer sa retraite pour la saison à venir. Mais le truc, c'est que je pense qu'il veut c'est un truc à la Kobe, en fait. Lui, il dit, ouais, j'hésite entre faire une Kobe ou faire une Duncan. Je pense que c'est du bluff. Je pense qu'il veut une Kobe. Je pense que c'est du bluff complet. Et du coup, je me dis, il a toujours pas annoncé sa retraite. Je pensais vraiment que cet été, il allait nous dire après les JO, bon, allez, ça, c'est ma dernière saison. Alors, il y a encore du temps d'ici la reprise, hein, mais s'il l'annonce pas d'ici octobre,
je serais tenté de te dire qu'il va faire une saison de plus, peut-être pour jouer avec Maximus. Non, je sais Bah pas. oui, moi j'ai Avec ça Brice. aussi. Mais bon. C'est la draft, draft 2026, lui. Non, mais attends. Soyons. Draft 2026 en plus. Non, dans ce cas-là, non, c'est mort. Je pense pas qu'il risque en 2026, mais je suis au milieu. S'il l'annonce pas, je me dis quand même, il veut son farewell tour. Je sais pas. Un tox pour moi. Moi, je le vois vraiment. J'étais on a souvent eu cette discussion et même spécifiquement en essayant de deviner le moment auquel il partirait en retraite. Moi, je le vois vraiment essayer de pousser au max parce que ça fait aussi partie de son argumentaire pour être un jour considéré comme le meilleur. Donc moi, tant qu'il pourra, et pour l'instant il peut, et c'est encore un incroyable vieillard, on va dire, pour reprendre des termes gentiment péjoratifs. C'est un joueur encore exceptionnel à son âge et je pense qu'il va rester encore. Peut-être que il y a l'objectif d'attendre que Bryce joue en NBA. J'espère pour lui que ce ne sera pas par le même procédé que Bronny. Mais moi, je le vois pas arrêter. Je ne sais même pas à quelle date je le vois arrêter. Je pense qu'il a encore au moins 2 ans, en fait. Je ne pense pas que ce sera sa dernière saison en NBA. Le risque, c'est toujours, si l'équipe n'est pas compétitive, c'est peut-être sa dernière saison avec les Lakers. Ça, je veux bien le croire. C'est pour ça que je te demandais, Théo. C'est très possible que ce soit sa dernière et qu'après, il trouve le moyen de se désengager. Il a une player option, non? À la fin de celle-là? Oui. C'est ça. Hein. Voilà, je pense que c'est pas un hasard non plus. Si ça lui convient pas, ça m'étonnerait pas qu'il trouve le moyen de se désengager. Donc moi, non, un tox. Je pense on a encore au moins 2 saisons de LeBron James. Moi, je suis partagé, en fait. Je pense que ce que tu as dit est juste, Shai, sur sa manière de marquer l'histoire. Mais en fait, il a déjà marqué l'histoire. On en avait parlé une fois dans un CQFR. Alors, je sais que les records sont établis pour être brisés. Mais là, ces records de longévité, de nombre de points, de machin, là, je vois difficilement quelqu'un venir lui contester ça, ou du moins pas dans un futur proche, tellement c'est incroyable en fait d'avoir été aussi performant aussi longtemps sans avoir de grosses blessures. Je veux dire, c'est une machine. Et une machine et du talent, bien sûr. Hein. J'arrive pas à partie talent. Donc, je me dis, je sais pas s'il a beaucoup plus à gagner maintenant là-dessus. Il a déjà tout fait. Et la question, c'est effectivement celle de la performance de son équipe. Parce que s'il était dans une équipe qui peut se dire, et elle est liée à ta question du coup, Antoine, s'il était dans une équipe où tu te dis, si, là les Lakers, s'ils jouent bien leur carte ou si les planètes s'alignent, il y a un chemin quand même vraiment pour aller chercher quelque chose. Je verrais plus le côté vouloir continuer à rester. Là, je sais pas s'il a beaucoup plus à gagner, outre le fait de vouloir... gagner de l'argent malgré tout, hein, c'est quand même important même pour un mec aussi riche que lui, ou le simple fait de vouloir continuer à jouer au basket, tout simplement, parce que tu sais que quand tu t'arrêtes, c'est fini. Là, je me dis, il a une saison de transition avec son fils à Los Angeles. Je pense pas que Los Angeles puisse miser quelque chose cette année. Je pense pas que Los Angeles pourra miser quelque chose la saison d'après. Je le vois pas partir dans une équipe dans laquelle il a jamais joué encore. Le seul changement d'équipe... Pardon... potentiel que j'imagine, ce serait un ultime retour à Cleveland pour tourner la page à domicile. Je vois pas d'autres scénarios en termes de storytelling qui puissent être intéressants. Et pour autant, je le vois pas faire ce move non plus. Donc, au bout du compte, et alors, bien sûr, j'ai pas de certitude, mais moi, je serais pas étonné que ça soit sa dernière, vraiment. Il y a un truc juste sur la longévité, je l'ai déjà dit. En fait, à un moment, c'est overkill. Je pense que t'es déjà le plus... Vouloir rajouter de la longévité, c'est pour moi prendre le risque de niquer ses moyennes, qui sont là aussi un gros argument sur sa carrière. Pardon pour le terme niqué, pardon YouTube. Si à un moment tu continues juste pour être le plus vieux de l'histoire et que tu commences à taper des saisons à 14 points par match, je pense que pour les LeBron James, c'est plus contre-productif que productif en termes de legacy. Tu as de legacy. Donc tant qu'il est capable de taper du 25-8-8, c'est très bien, et il en est encore capable, et cette saison, il en sera encore capable. Donc je pense que ça va encore. Mais je ne le vois pas, par exemple, trop longtemps au point où ses chiffres chutent, et du coup, toute sa moyenne chute, et il est plus... Parce que tu sais, là, il a vraiment cette étiquette, c'est le 27-7 guys, tu vois, c'est sa ligne de stats, qui est, ironiquement, il n'a jamais fait dans toute sa carrière, mais il est le mec qui a toute sa carrière à tourner à 27 points, 7 rebonds, 7 passes de moyenne, et c'est énorme sur l'ensemble d'une carrière, et je pense que c'est un vrai argument en sa faveur aussi, mine de rien, quand il y aura tout sera décortiqué. Alors que là, la longévité, il a déjà cet argument, tu vois, il a déjà plus de 20 saisons, je ne vois pas comment tu vas plus loin que ça. Moi, je pense. Si l'expansion elle est en 2027-2028, je pense que LeBron va arrêter en
2026-2027. Voilà ma prédiction. Ouais, Si son juste avant, objectif, c'est d'être impliqué dans l'expansion, peut-être du côté de Las Vegas, je pense qu'il va arrêter une année avant, parce que après, ça fera quand même vraiment beaucoup. Même si je sais qu'il aime la longévité de Tom Brady, etc. Donc je m'interdis pas de croire qu'il peut pousser jusqu'à, j'en sais rien, 45. Alors oui, ça mettra en péril ses moyennes, et c'est tout à fait justifié ce que t'exposes, Antoine. Je pense qu'il va arrêter juste avant l'expansion. Et si l'expansion est bien en 2027, je pense que sa dernière saison, ce sera la saison 2026-2027. Donc, il nous reste peut-être 2 ou 3 saisons même de LeBron James, voilà, pour rassurer ses fans. Shai, tu veux enchaîner sur un dernier? Ouais, j'en ai un petit dernier. Enfin, avant-dernier, parce que j'en aurai un dernier à vous suggérer pour la fin. Pas de souci. Moi, je me suis penché sur les Cleveland Cavaliers et sur le fait que Evan Mobley va devenir un All-Star grâce aux qualités de développeur de talent de Kenny Atkinson, qui l'a déjà fait avec Jonathan Kuminga, qui l'a crédité pour ses progrès, pour D'Angelo Russell, Jarrett Allen. Et je pense qu'Evan Mobley va donc devenir un All-Star et tourner en peut-être 20 points, 10 rebonds de moyenne et franchir un très très gros cap cette saison. Voilà. Est-ce que c'est une info ou une intox? Je dis info parce que j'adore le joueur. J'adore le joueur, son profil. Je pense qu'il a vraiment ce potentiel inexploité, offensivement, bien sûr. Hein. Défensivement, c'est déjà tout ce dont il est capable. Donc, si je me base là-dessus, je dis oui, en fait. Par contre, j'avoue que la saison dernière, notamment la saison régulière dernière, mais c'était dans un contexte très particulier, j'ai quand même été surpris de voir son rôle aussi faible dans le jeu, parfois offensif. Alors, c'est la question qu'on a eue toute l'année dernière. Est-ce que c'était Bickerstaff? Est-ce que c'était les joueurs, etc. Donc là, pour moi, ça va être un peu le moment de vérité avec le nouveau coach. Parce que Atkinson, comme toi, je pense que c'est un très bon développeur, que c'est un très bon coach. Et il a tout de suite parlé de l'importance d'Evan Mobley dans l'équipe quand il est arrivé. Donc je m'attends à ce qu'il soit plus responsabilisé. Donc ça va être le moment de vérité. Mais comme j'aime le joueur, j'ai envie de dire info. Je vais pencher plutôt du côté info, moi aussi. Je pense qu'il y a quand même un talent, il y a l'air d'avoir une éthique de travail, une intelligence, des qualités. Il y a un bon coach. L'explosion, elle aurait dû avoir lieu l'an dernier. C'est retardé d'1 an ou 2. Je pense. De toute façon, je me souviens, même pendant sa saison rookie, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais un peu sceptique. Je trouvais que c'était un peu trop. J'étais en mode, j'ai du mal à le mettre dans la classe, tu vois, Évidemment, il était comparé, c'est jamais bon les comparaisons avec Tim Duncan, Kevin Garnett, mais j'arrivais pas à me dire non, lui, ce sera vraiment la pierre tournante de ton équipe, la plaque tournante de ton équipe. Mais je pense effectivement qu'il y a quand même un avenir brillant chez Evan Mobley et je pense qu'un joueur All-Star, c'est clairement à sa portée. Shai, info ou intox pour toi? Info. Je pense vraiment, à partir du moment où Kenny Atkinson a décrété lors de sa conférence de presse de présentation qu'il fallait mettre plus souvent le ballon dans les mains d'Evan Mobley en attaque, je m'attends à ce que ça ait des répercussions statistiques et que le joueur change de statut, parce que ce qu'on a déjà vu en défense est très très fort, très prometteur. En attaque, il y a eu des choses aussi, quelques fulgurances et des choses vraiment pas mal du tout. Je pense qu'on va le voir vraiment franchir un cap. Je dis pas que ça veut forcément dire que les Cavs vont être incroyables et vont tout casser à l'Est. Par contre, individuellement, je pense que le joueur va changer de dimension cette année. Très bien. Allez, j'en ai un dernier à vous soumettre et puis après, on va vous laisser retourner à vos occupations. Donc, info ou intox, c'est limite, j'aurais dû la mettre tout au début de mes questions. Je l'avais mal vu. Donc, info ou intox, la LED Session va revenir un jour. Parce qu'on nous demande, on nous harcèle de demandes dans les commentaires. Donc voilà, je suis obligé de vous poser la question. Bien sûr, on s'était dit en octobre quand même, plutôt un petit peu avant le début de la saison, histoire de pas... Parce que là, l'actualité est un peu morne, on peut toujours trouver des trucs sur lesquels discuter, hein, mais on n'a pas de date arrêtée, on vous tiendra au courant dès que ce sera le retour, on vous le dira dans bientôt. un podcast. Bientôt, oui. Late Session rime avec saison régulière, avec basketball, donc voilà, ça revient. Voilà, vous inquiétez pas, ça arrive, on vous tiendra au courant, bien entendu. En attendant, si vous manquez de basket dans votre vie, vous pouvez vous faire tout le catalogue de nos précédents podcasts, CQFR, Hoop Culture et compagnie. Tout ça, c'est toujours disponible en streaming ou sur YouTube. Voilà, ne vous privez pas. On nous a remarqué ce matin qu'on n'avait pas parlé de la prolongation de contrat de Joel Embiid dans le CQFR, mais vous savez aussi qu'on a un site internet qui s'appelle basketsession.com sur lequel on traite toute l'actualité. Donc, bien entendu, on avait traité ça en temps et en heure quand l'information était sortie.
Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Basket Session pour un plus d'informations ou de retrouver nos analyses. Passez une super journée et on vous dit à très vite comme toujours. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Game is out there, and it's either play or get played.